Bonjour. Quand j'ai commencé mon métier d'agriculteur, il y a 10 ans, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, c'était que les agriculteurs euh, étaient heureux et épanouis d'exercer leur métier. Les agriculteurs étaient les sauveurs de l'humanité. Waouh, sauveurs de l'humanité. Pourquoi? Parce que les agriculteurs étaient capables de jouer et de faire revenir la biodiversité, étaient capables d'amener de la santé dans nos assiettes, étaient capables de dépolluer l'eau et filtrer l'eau, et surtout étaient capables de stocker du carbone. Waouh, stocker du carbone, stocker le CO2 émis par les énergies fossiles. Pourquoi? Comment? En fait, les agriculteurs sont les seuls qui savent jouer avec le génie végétal. En fait, le génie végétal, c'est les plantes, et donc les plantes sont capables de capter le carbone de l'air, de le transformer en végétal. Ce végétal, quand il va mourir, il va se transformer en humus, et le sol va stocker de l'humus. Donc les plantes et le génie végétal, sauveurs de l'humanité. Il y a une dizaine d'années, enfin un peu plus, j'étais encore étudiant, un peu rebelle, pas vraiment bon élève, pas très adapté au système, ou plutôt le système pas adapté à moi. Et j'ai fait un parcours scientifique. Et notamment dans ce parcours scientifique, j'ai appris les cycles de l'eau, les cycles du carbone, les cycles de l'azote, tout ça. Et à travers de ce parcours-là, j'ai aussi fait une première année de médecine. Et dans cette première année de médecine, j'y apprenais que les 8 maladies chroniques les plus importantes, cancer, Alzheimer, Parkinson, diabète et compagnie, le nombre de cas était multiplié par 20 ces 30 dernières années. Ah ouh. Et leur âge moyen de déclenchement est avancé de 20 ans. On déclenche ces maladies 20 ans plus tôt. Mais j'y apprenais aussi que de l'alimentation, on faisait notre première médecine. Donc il y avait des choses qui ne collaient pas là. Voilà. Et je me disais, comment, en tant qu'agriculteur, je vais être capable de produire des aliments sains, produire en respectant la nature, et produire à un prix abordable pour le consommateur. Comment je pouvais mettre ce rêve en pratique? Donc, je pensais que les choses seraient simples, que je ferais ça simplement, que ça allait le faire. En fait, il y a quelque chose de super génial avec la nature, c'est que systématiquement, elle nous ramène notre enthousiasme à de l'humilité, et elle nous apprend l'humilité. Donc là, à cette époque, les choses n'étaient pas simples. Donc revenons à nos moutons, plutôt à nos vaches, parce que je suis aussi éleveur. Et quand j'ai repris cette ferme, j'ai fait pas mal d'emprunts pour racheter le troupeau, parce que je ne suis pas fils d'agriculteur. Et donc pour racheter le troupeau, racheter le cheptel, c'était un peu compliqué. Et après, là, il fallait renouveler le matériel, il fallait payer les fermages, il y avait la banque à rembourser. Vraiment, les choses étaient très compliquées. Là, j'ai passé une période assez difficile. Et après, là, il a fallu s'occuper des vaches. Et les vaches, en fait, étaient souvent malades, il y avait souvent pas mal de soucis. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est les soucis qu'elles ont, mes vaches? Qu'est-ce qu'elles mangent, mes vaches? Tiens, question. Qu'est-ce que ça mange des herbivores? De l'herbe. Voilà. Mes vaches, elles mangeaient des graines, elles mangeaient de l'ensilage, c'est des céréales fermentées. Elles mangeaient un peu d'herbe aussi, mais il y avait pas mal de soucis. Tiens, on va faire une digression, mais qu'est-ce que les taux d'oméga 3 de notre cerveau ont baissé de moitié en 50 ans. Pourquoi? Est-ce qu'il y a 50 ans, les gens mangeaient plus de poissons gras? Plus de sushis? C'était ça sûrement? En fait, il y a 50 ans, les vaches, les herbivores, mangeaient plus d'herbe. Donc les herbivores mangeaient de l'herbe, c'est-à-dire que les viandes que l'on mangeait étaient des viandes où les vaches avaient mangé de l'herbe, et le lait et les fromages, tous les produits laitiers qu'on mangeait, c'était du lait de vaches qui mangeaient plus d'herbe. Et donc là, la question se pose, c'est comment on fait
pour être aussi productif avec de l'herbe. Et ouais, parce que c'est bien beau tout ça, mais la santé, si on ne produit pas. Voilà. Donc, en fait, en 1957, il y a un gars qui a écrit un livre au moment où l'engrais coûtait pas cher et au moment où c'était le début de la révolution industrielle. Ce gars, il a fait un recueil de tout ce qui s'est passé avant dans toutes les études des abbayes et compagnie. Et donc là-dedans, il a mélangé tout ça et il a établi des principes, quelque chose qui s'appelle le pâturage tournant dynamique. Et ce principe de pâturage tournant dynamique, c'est qu'on va prendre des animaux, beaucoup d'animaux, sur une toute petite surface, qui vont fonctionner sur une tondeuse, elles vont y passer un laps de temps très très court, et en restant très peu de temps sur cette surface, elles vont manger toute l'herbe, et elles vont changer de place après. Et ça va laisser à l'herbe le temps de repousser. Donc à chaque fois que le troupeau va revenir, il va manger de l'herbe au stade optimal. Petite anecdote, ce gars-là, c'est un héros international dans tous les pays de pâturage, que ce soit l'Uruguay, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que ce soit l'Australie, voilà, mais en France, personne ne le connaît parce qu'on n'y est pas encore. Et donc ça reproduit le comportement des troupeaux dans la savane. Donc, en fait, on peut voir les vaches qui se promènent, tout le temps la tête en bas, elles mangent, elles mangent, elles mangent. Et donc ça, c'est là où ça commence à être intéressant, c'est qu'elles sont tout le temps en train de manger, elles piétinent plus, elles ne sont pas en train de se promener pour chercher de la nourriture, et donc elles font plus de dégâts. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la productivité et sur la production, ce système? Donc, on a parlé de la santé des animaux et la santé des hommes. Ce système, ça va faire que la plante végétale, l'herbe, pour arriver à pousser d'une certaine quantité à une quantité plus grande, comme on va la laisser repousser plus, elle va faire plus de racines. En faisant plus de racines, elle va permettre à l'eau de s'infiltrer plus dans le sol. Et autre chose, c'est que les animaux, en déféquant de manière assez aléatoire sur la parcelle, vont permettre aussi aux vers de terre de nourrir un peu plus le système. Et donc en nourrissant un peu plus le système, on se rend compte que les taux d'humus du sol, les taux de matière organique du sol de ces systèmes-là augmentent. En fait, avec ces systèmes-là, on est capable de capter du carbone. Voilà. C'est nouveau. On a des systèmes d'élevage qui luttent contre le réchauffement climatique. Donc ça commence à être intéressant. Mais c'est ce système d'élevage-là. C'est-à-dire qu'il faut le maîtriser bien. Et en fait, la productivité des prairies augmente chaque année. Bon, maintenant, les cultures. Quand j'ai repris la ferme, ça ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire qu'on travaillait le sol. Et quand on travaillait le sol, oui, petite anecdote par rapport au travail de sol. Est-ce que vous pensez, comment est le berceau des premières civilisations, le croissant fertile? Comment c'est après 8000 ans d'agriculture? C'est fertile? Est-ce que vous pensez qu'ils ont construit les pyramides dans le désert? Ben non. En fait, c'était hyper verdoyant autrefois. Et en travaillant le sol, on va casser les systèmes biologiques qui permettent de retenir la terre. Et systématiquement, quand il y a un orage, quand vous voyez une rivière marron, quand vous passez à côté d'une rivière marron, c'est de la terre des champs agricoles qui est partie. Et cette terre des champs agricoles, c'est toujours la meilleure terre, c'est la partie la plus fertile. Et en fait, on n'a plus 300 ans à faire les andouilles avec ces systèmes-là. C'est-à-dire que notre système agricole, ce qu'ils ont réussi à faire en 8000 ans, nous, on va réussir à faire la même chose en 300 ans. Donc si on ne veut pas qu'il y ait du désert, ça, c'est terminé. Donc il y a des choses qui étaient assez difficiles dans mon parcours, et notamment par rapport au labour, en fait. Donc ce que vous avez vu sur cette diapo, c'est le labour. Et donc le labour, l'acte de retourner le sol pose pas mal de soucis. Et en fait, un jour en 2011, c'était mon oncle qui labourait, et un jour en 2011, donc labourer, c'est l'acte de retourner vraiment. En 2011, il y avait une parcelle en pente assez loin de la ferme à travailler, et je lui me demande s'il peut y aller comme d'habitude et tout, et puis il n'avait pas du tout envie d'y aller, donc il me dit « tu te débrouilles, t'es paysan ou tu l'es pas ». Bon, moi, j'avais jamais conduit la charrue, enfin avec le tracteur avec la charrue, et la charrue, en fait, à chaque bout de ligne, il faut la tourner pour reprendre la ligne dans l'autre sens. Et là, c'était des pentes assez importantes, et plusieurs fois, j'ai failli chavirer, j'ai failli me retourner, et je me suis dit je ne vais pas me tuer à ça, quoi. Plus jamais, quoi. Qu'est-ce que c'est le métier de paysan? Est-ce que c'est savoir labourer, ou est-ce que c'est connaître
les sols, connaître la biologie, connaître l'agronomie. Et là, je me suis dit, je vais passer à du travail de sol simplifié. Donc, j'ai diminué la profondeur de sol travaillé. Et en diminuant la profondeur de sol travaillé, là, je me suis dit que j'allais réduire le travail de sol, réduire les phytos, réduire les pesticides, et que ça allait bien se passer. Bon, là, ça ne s'est pas super bien passé. Mais donc là, la chance que j'ai eue, c'est que parallèlement à ça, on a commencé à mettre en place, avec, au Pays Basque, la chance d'être dans un territoire militant, une bande de collègues agriculteurs et une structure d'accompagnement local qui s'appelle le HLG, on a commencé à mettre en place des filières courtes de valorisation. Donc on a fait du pain local, on a fait de l'orge locale pour faire de la bière locale, on a fait pas mal bataillé. Donc ça permettait d'avoir des prix un peu plus importants pour la valorisation des produits. Puis ça a aussi obligé à sortir de la monoculture, donc à faire une diversité de cultures. Et donc après le fait que les choses ne se soient pas aussi bien passées quand je faisais mon travail de sol réduit en réduisant les phytos, réduisant les engrais et compagnie, j'ai compris qu'il manquait une clé, il manquait une gigantesque clé. La clé, c'était l'agronomie. Et il y a quelque chose qu'il faut retenir, et ce n'est pas valable que pour l'agriculture, c'est que nous ne devons pas construire la nature comme fonctionnent nos pensées, mais nous devons construire nos pensées comme fonctionne la nature. Donc, après, je suis passé au semi-direct. Le semi-direct, qu'est-ce que c'est? Sans transition, c'est qu'on va faire pousser des plantes qui vont venir nourrir le sol, nourrir la biologie du sol qui va travailler à notre place. Bon, moi, je roule ce qu'on appelle le couvert végétal parce que je suis en bio maintenant, donc j'ai plus droit à la chimie. Ensuite, on va utiliser un semoir qui va positionner la graine à l'intérieur de ce paillage. Le paillage va mourir, va se décomposer progressivement, va nourrir le système, et la culture pousse au travers, est protégée, le sol est protégé. Et donc ça, c'est une culture de soja avec un très haut rendement, et surtout l'avantage de ce système-là, c'est que ça coûte très peu cher à mettre en place. Il n'y a pas de désherbage mécanique, on est sur à peu près 10 litres, 13 litres de gasoil hectare, roulage compris, comparé à certains systèmes bio qui sont à 120 litres. Voilà, donc on dépense énormément moins d'énergie fossile pour produire ces choses-là. Maintenant, vous êtes un petit ver de terre, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on vous retourne votre maison chaque année, là? Vous préférez, donc il faut la reconstruire, c'est vraiment pas simple. Vous préférez qu'on vous enlève juste le toit, mais il faut reconstruire le toit, ou vous préférez qu'on vous la laisse pour se protéger contre les agressions du soleil, de la pluie, des diverses autres agressions? Qu'est-ce qui est mieux? Ben là, le ver de terre se dit, c'est cool, là, il est gentil avec moi. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc c'est pas suffisant, c'est qu'en fait la biologie et cette biodiversité, pour qu'elle bosse pour moi, parce que c'est pas que je travaille plus le sol, c'est que c'est la biologie qui va travailler à ma place. C'est là où ça commence à être un peu plus intéressant, mais pour que ça marche, il faut la nourrir. Et donc on va nourrir les sols pour nourrir les plantes, pour nourrir les hommes. Et ça avec une nourriture diversifiée. Vous mangeriez, vous, 365 jours par an, matin, midi et soir, des frites? Au bout d'un moment, ça va être difficile à digérer. Ben, le sol, c'est pareil. Si on veut qu'il fonctionne correctement, il faut le nourrir avec une nourriture diversifiée. Donc il faut des plantes qui attirent les pollinisateurs, des plantes qui vont aller avec des racines très profondes dans le fond du profil. Il faut des plantes qui captent ce qui est gratuit dans l'air. On a vu que ça captait du CO2, mais ça peut aussi capter de l'azote. L'air est composé d'azote, et donc il y a certaines familles de plantes qui captent l'azote. Donc ça évite d'utiliser des azotes de synthèse. En tout cas, dans les systèmes bio, c'est obligatoire de toute façon. Mais voilà, donc il faut une diversité de familles de plantes. Et donc, à partir du moment où on a une diversité de familles de plantes, on retrouve de la biodiversité auxiliaire qui va nous rendre des services écosystémiques. Ça veut dire tout ce qui est vivant dans le sol va accompagner le système de production vers quelque chose de vertueux. Et donc on va avoir des champignons. Donc là ici on a une photo de filaments de champignons qui multiplient par 5000 la capacité d'absorption des racines. On a des carabes qui vont aller détruire les limaces, qui vont manger des stocks de graines, c'est les petites bestioles en haut à droite. Il y a tout plein de diversité qui apparaît et qui nous rendent des services.
Donc, la suite de tout ça, c'est que sur la santé, en mettant en place ces systèmes, on a des plantes qui sont plus riches en antioxydants et plus riches en oligo-éléments, parce qu'elles sont mieux nourries par le système sol. Et quand le haut est lessivé dans un champ travaillé, il ne part pas que l'azote, le phosphore et la potasse, il part tous les oligo-éléments aussi. Et donc là, il faut éviter les fuites dans les systèmes. Ensuite, on a un impact colossal sur l'eau. L'eau va s'infiltrer profondément dans le profil. Les racines vont permettre aux plantes, vont permettre à l'eau de descendre très profondément. Et en fait, en descendant très profondément, le sol va être capable de stocker plus d'eau. Donc moins besoin d'irrigation, plus de résilience et d'adaptabilité par rapport aux événements extrêmes et aux changements. La couverture végétale aussi protège la surface par rapport à des élévations de température. Et aussi, la biologie du sol est capable de dépolluer l'eau. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est que de notre côté, on a utilisé moins d'énergie fossile, mais là, aujourd'hui, on a un système agricole traditionnel qui est responsable entre 30 et 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est en guerre contre le réchauffement climatique. Si on ne change pas, à commencer par le modèle agricole, on a perdu la guerre. Mais on peut la gagner. Et on peut la gagner, cette guerre, pourquoi? Parce que le système sol, quand on va lui laisser de l'humus à la surface et qu'on va moins décapitaliser la matière organique dans le sol en arrêtant le travail de sol et en utilisant des techniques de semi-direct sous couvert, en faisant ces systèmes-là, on est capable de stocker du carbone. Stocker du carbone, c'est ce qui s'appelle le plan 4 pour 1000. Vous pouvez trouver ça sur le site des Nations Unies. C'est qu'un taux de croissance annuelle du stock de carbone dans les sols de 0,4%, soit 4 pour 1000 par an, permet de stopper l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère liée aux activités humaines. Ce plan-là s'appelle les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. Les gars qui font ça depuis 20 ans, ils ne sont pas 4 pour 1000, ils sont à 25 pour 1000. On peut le faire, on sait le faire. Maintenant, il faut basculer. Et donc, ce système-là, tout ça, c'est l'agroécologie. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on sait produire de la nourriture en grosse quantité en ayant un impact positif sur notre environnement. Et l'agroécologie, c'est vraiment le seul espoir de survie de la vie et le seul espoir de survie de notre espèce.